Alors en manchette aujourd'hui, Jean-Luc Barthes commente le processus de consultation sur l'avenir de l'Église de Saint-Ignace et Leucan interpelle le gouvernement Legault. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 5 octobre. Le processus de consultation au sujet de l'avenir de l'Église de Saint-Ignace de Loyola va bientôt entrer dans une nouvelle phase. Nous en avons discuté avec le maire de la municipalité, Jean-Luc Barthes. Puisqu'on vous a sur notre plateau, on pourrait peut-être aussi discuter un peu du processus de consultation concernant l'avenir de l'Église du village. Il y a des rencontres d'information qui avaient été organisées. Oui. Je crois que les 3 rencontres sont passées maintenant. Alors, comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont Moi, je vous présentés dirais, pour... c'est sûr, certains des 3 rencontres, on n'a pas eu beaucoup. Je vous dirais, dans la première rencontre, on mettait entre 15 et 20 personnes. Après ça, ça a peut-être doublé, presque doublé. Puis à la dernière, il y en avait un petit peu moins. C'est sûr que dans les 3 rencontres, il y a eu du monde qui était craintif un peu. Mais je l'ai dit, puis je l'aurais dit. On a analysé trois scénarios. 3 scénarios. Puis le conseil en est venu au 3e. C'est qu'on démolit l'église, puis on bâtit un centre multifonctionnel. Je sais que ça allait bien gros. Mais vous savez, que ce soit un projet de 3,2, 3,3 millions, mais quand vous êtes subventionné à 60 pour le RECIM, mais je pense que c'est une chance qu'on a. Oui. Puis comme qu'on a prouvé, avec les chiffres, que c'est pas le projet qui va faire augmenter les taxes. Parce que le projet, le rituel, l'argent que ça coûte par année pendant 20 ans est dans le budget. Donc, ça veut dire que cet argent-là, on ne le sortira pas, on va rester là. On n'augmente pas les taxes, mais on ne les baisse pas. Oui. Mais elle va suivre pendant 20 ans, cet argent-là. Mais c'est sûr que dans 5-10 ans, je ne sais pas l'avenir, moi, là. Oui. Tu sais, je peux pas... Il y a des montants qu'on n'a pas de contrôle dessus. Quand je parle de la Sûreté du Québec, quand je parle des services incendies, un petit peu, c'est la MRC qui négocie, bien, pas encore là. Mais des augmentations de salaire, bien... Oui. Puis moi, ce que j'aime du service sécurité incendie, c'est qu'ils ont fait un plan quinquennal. Ils ont dit que ce qu'ils arrêterait pendant 5 ans, Oui. à tous les ans. Vous savez qu'on a acheté ici pour Berthier, on a une échelle. Elle a coûté 1,4 million. Mais notre quote-part a pratiquement pas augmenté. Elle a augmenté un petit peu, mais presque de pas grand-chose. Parce que c'est réparti sur 25 ans. Okay. Donc, moi, je pense que c'était une bonne chose. Puis après ça, bien, c'est sûr et certain que sur les 3 collectes, puis on n'a pas de contrôle. C'est pour ça que je dis au monde, écoutez, moi, l'avenir, je la connais pas plus que vous autres, mais c'est sûr et certain que tant et si longtemps, on va être capable de tenir le taux de taxe le plus bas possible, que ce soit le conseil que j'ai ou les futurs qui s'en viennent, bien, on va tout le temps travailler de même, parce que nous autres, on est des payeurs de taxes. C'est pas le but, puis ça a jamais été mon but d'augmenter les taxes, pour dire qu'on va augmenter, parce qu'il y a un citoyen qui est inquiet. Quand il me dit dans une rencontre, vous avez le pouvoir de nous taxer. C'est vrai. Oui. Je m'en cache pas, c'est vrai. Mais je vais-tu taxer les citoyens pour dire que j'ai le pouvoir de taxer? Voyons donc. Ce serait de mal administrer la municipalité. Mm-hmm. Puis à l'heure actuelle, la municipalité qu'on a, à Saint-Ignace, je pense qu'on est assez bien placé. Notre endettement, là, est de 11 %. C'est un budget de 2,3 millions. Fait que c'est pas beaucoup, là. Fait que moi, j'espère, puis comme là, les consultations, bien, ils vont l'avoir le 25 octobre, puis le 1er novembre. Ça va se faire au bureau municipal. Il va y avoir on va dire 2 pôles, là, parce qu'on ne peut pas faire 6. Parce que là, c'est une petite consultation, bien, c'est un genre de référendum. Ben, c'est pas. Non, parce qu'un référendum, c'est comme qu'on a fait quand on l'a acheté. Okay. Parce que quand on a acheté l'église, on a fait vraiment un petit référendum à l'interne, mais on avait 6 pôles. Okay. Parce qu'on a 6 districts, on avait 6 pôles. Il y avait 6 tables pour aller voter. Tandis que là, c'est vraiment une consultation. On a 2 tables, le monde va rentrer, puis il va falloir respecter tout ce qu'il y a. Il faut que vous arrivez avec votre masque,
Il va y avoir la distanciation qui va être là, parce qu'il y a quelqu'un qui va être, puis on va avoir des lignes à terre, parce qu'on va mettre probablement un tempo de 40 pieds dehors, en cas qu'il pleuve. Oui. Fait que le monde, ils vont être là, puis ceux qui arrivent en auto, puis, il va y avoir quelqu'un qui leur dit d'attendre, parce qu'il y a trop de monde. Oui. Fait que là, on va les faire passer on va s'organiser pour que tout soit respecté, pour pas qu'on ait de reproches de rien. Puis, je demande à la population de donner la chance à la municipalité d'avoir ce que nous méritons. Une belle salle qui va servir pour n'importe quoi dedans. Ça va être un centre multifonctionnel, puis il va être accessible à toute personne à mobilité réduite aussi. On n'aurait plus ce problème-là. Puis on va avoir des bureaux administratifs, vous direz, moi, qui va être adéquat pour les années 2020. Est-ce que tout ce qui est dans les bureaux municipaux actuels serait transféré là? Oui, Éventuellement, oui. ben, les bureaux, oui. OK. Puis si jamais, je sais que dans le projet, il y a de l'aménagement pour des bureaux et ainsi de suite. Bien, tous les bureaux, mais c'est parce que l'avantage qu'on va avoir, c'est que ça va être tous des bureaux fermés, Oui. excepté l'entrée, puisque pas le réceptionniste, je dirais plus comment est-ce qu'on l'appelle? Mon Directeur Dieu. général adjoint? En tout cas, ben, non, la directeur DGA va être là. Ah non, mais c'est. En tout cas, celle qui est à l'entrée, là. Bien, c'est sûr, certain qu'elle va avoir un comptoir. C'est sûr. Tant et si longtemps que la pandémie va être là, bien, elle va avoir tout le temps la chose de vite devant elle Oui. pour recevoir le monde. Mais c'est parce que l'avantage qu'il va avoir, c'est que là, le monde, quand ils vont venir parler, bien là, les deux autres bureaux vont être fermés. Donc, la DGA et la DG, ils vont pouvoir continuer à travailler sans tout entendre et être dérangés. Puis surtout, comme là, dernièrement, j'ai été au bureau. Puis là, ben, Mme Messier est au téléphone. Puis c'est un téléphone, je pense que. Je suis pas sûr que ça ne parlera pas avec la commission. Oui. Fait que là, elle parlait, puis là, à un moment donné, elle demandait une pause. Puis elle s'est levée, puis elle était avertir les deux autres de baisser le ton. Oh, oui. Fait que, vous savez, c'est tout ça, là. Tandis que là, elle n'aurait plus besoin de faire ça avec ça. Puis je pense qu'on arrête. Moi, je pense que ça va être c'est un beau projet. Puis je demande à la population de nous donner la chance de le réaliser. Parce que le 60 du RSM, là, si on ne le prend pas, là, il ne passera plus, d'après moi. Donc, 25, redonner les dates 25 octobre. Le 25 et 1er octobre, novembre, les gens peuvent s'exprimer. Le 25 octobre, si je ne me trompe pas, c'est de 9h à 4h. Puis le 1er novembre, je pense que c'est de 10h à 19h ou 20h. Bien, ça, c'est aller sur le site de la municipalité, voir même d'où on a fait le PowerPoint qu'on a mis sur le site. Les dates sont toutes là avec les heures. Et puis là, vous espérez obtenir au moins 50 d'appui pour ce Moi, projet. je demande 50 d'appui, puis 50 si on a l'appui de 50 c'est comme là qui m'ont demandé, avez-vous un minimum de votation? Moi, j'ai dit non. Non, pourquoi? S'il y a 100 personnes qui viennent voter, puis si ça passe à 60 on va y aller en règlement d'emprunt. Oui. On va aller en règlement d'emprunt, mais comme je dis tout le temps, je vais aller en règlement d'emprunt, mais on est obligé de tenir une journée du registre. Là, s'il y a du monde qui vient de signer, puis il y a beaucoup de monde, s'il y en a plus qu'il faut pour faire, là, on va falloir déclencher. Là, je vais déclencher un référendum. Mais c'est selon, si la pandémie est là, le référendum, probablement qu'il va se faire avec des envois de lettres, des choses à tout le monde qui vote, puis qui nous retournent ça. Oui. Là, ça devient un petit peu plus complexe de tout contrôler. Tandis que quand tu fais un référendum officiel, mais là, à ce moment-là, tu peux te servir des cartes électorales, des listes électorales, tandis que la consultation publique qu'on fait, nous, on ne peut pas se servir de la liste électorale. C'est pour ça qu'on demande au monde soit un permis de conduire ou aussi soit la carte d'assurance maladie pour confirmer ton âge, mais pour confirmer ton adresse, comme quoi tu restes bel et bien là. Moi, comme j'ai dit, ma fille n'a pas de permis de conduire, rien. Donc, la seule chose, quand elle reçoit ses médicaments, bien, le petit papier de la pharmacie, son adresse est dessus. Ouais. Ça peut servir. Écoutez, moi, j'ai bon espoir que le monde va nous dire oui, parce que c'est un beau projet, puis je pense que Saint-Ignace, on mérite les argent que le gouvernement va nous donner présentement.
Et le résultat, est-ce qu'il sera connu? Bien, il va être connu le 1er novembre. Le 1er novembre au soir, il va être connu. Puis moi, je vous dis, si c'est positif, ça veut dire que l'Assemblée suivante, on va tout en prendre. Et on peut s'attendre à ce que l'Église soit démolie quelque part au printemps, si oui? Au printemps, ça devrait être... Bon, je vous dirais, moi, l'Église devrait... Moi, comme je vous dis, là, moi, si on va en appel d'offres au mois de fin janvier, février, si on octroie le contrat, mettons en avril, pour donner du temps au monde, parce que tout a regardé, puis un coup qu'on a les ouvertures des appels d'offres, puis que ça rentre dans nos budgets, à ce moment-là, on va donner le contrat, puis j'espère que ça devrait commencer au moins en mai ou en juin, pour accélérer les choses, puis surtout, mai, juin, pour que tout se fasse, que l'Église soit débâtie, tout puis après ça aussi, bien, commencer de la base pour la nouvelle salle et les nouveaux bureaux, parce que quand il fait plus beau, puis quand il fait chaud, bien, quand tu coules ton ciment, c'est meilleur qu'attendre l'automne, puis commencer bien fort. Puis ensuite, la construction, elle, pourrait prendre 1 an, plus. Moi, je vous dis, tout au complet, là, d'après un architecte, ça devrait prendre entre 12 et 15 mois, minimum. Mais j'espère que la population va être avec nous autres, puis j'ai confiance qu'elle va être avec nous autres, parce que c'est un beau projet. Et là, un autre mot à ajouter sur ce sujet avant qu'une dernière petite question? Non. Je pense que... Votre prochaine assemblée du Conseil, elle se fera toujours à l'Église? Toujours il n'y a pas à question l'Église. de retourner au mode virtuel pour l'instant, même si la pandémie... Non, parce que moi, je regarde ça, là, puis le nombre de... On peut accueillir, admettons que c'est une personne à la fois qui vient, on peut accueillir à peu près 75 personnes. S'il y a des couples dedans, admettons que c'est toutes des couples, ça veut dire qu'on peut accueillir 150 personnes. Puis ils sont vraiment exposés, vous avez vu, d'ailleurs, de manière d'un autre, c'était Hervé, vous allez être encore là pour la filmer. La seule différence qu'il va y avoir que je vais faire, parce qu'il y en a qui nous ont dit qu'on a la distanciation, on ne la respectait pas, c'est vrai. Il a totalement raison, mais j'ai demandé à mes conseillers de mettre un masque pendant l'Assemblée, mais c'est plate parce que quand ils veulent parler, parce que là, ce qui va arriver, c'est que les conseillers vont être en même place qu'ils étaient, mais ils vont être 6, au lieu qu'on soit 8. Ils vont être 6, puis nous autres, on va monter sur le chose de l'église, un peu plus haut, jusqu'à en tout cas, le chose, la nef. Là, on va se mettre à une table là, une grande table, fait que moi, je vais être un bout, puis Mme Messier va être à l'autre bout. Fait que donc, bien, je demande des proposants secondaires, ils vont avoir un calvaire à main. Fait que je vais toutes les voir, ils vont être en devant. Fait que c'est le seul... Mieux distancé. C'est ça. Pour respecter la distanciation, pour pas que quelqu'un fasse une plainte, après ça, qu'on soit obligé de tourner virtuel. Moi, j'aime la manière qu'on fait là, puis on a la place pour la faire. Parce que quand le monde sont là, puis qu'ils viennent poser leurs questions, bien, on se parle face à face. Moi, j'adore ça. Moi, je vous le dis, là, j'ai rien contre le Zoom, là. C'est des assemblées, je fais tout avec le Zoom, mais j'ai hâte qu'on revienne en normal parce que... C'est pas idéal. Non. C'est comme là. Imaginez-vous, si je faisais une entrevue avec vous par Zoom, c'est bien beau, là, mais moi, je pense que le contact... C'est pas pareil. C'est loin d'être pareil. C'est pas mal mieux. Bon, bien, merci d'être venu en studio ce matin pour nous en parler. Ça me fait plaisir, M. Roy. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a 2 décès qui se sont ajoutés dans les dernières 24 heures au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 1191 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. 1191, oui. Et en ce moment au Québec, il y aurait 361 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 62 se retrouvent aux soins intensifs. Et dans la Naudière, le dernier bilan fait état de 36 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce lundi 5 octobre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Sylvain Lebrun, Marie-Jeanne Saint-Martin, Richard Hainaut, Claudine Lambert et Lucille Sylvestre. Alors, bonne fête à toutes ces personnes. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, il y a 5 organisations qui viennent en aide aux personnes atteintes de cancer, dont le camp, qui interpelle le ministre de la Santé et le gouvernement Legault. Nous en avons discuté là avec la directrice générale de Leucan, Pascale Bouchard. Alors, dans une lettre ouverte aux médias, la directrice générale de Leucan, Pascale Bouchard, a souligné les difficultés rencontrées en période de COVID par les organismes qui viennent en aide aux personnes souffrant de cancer. Nous rejoignons Pascale Bouchard par vidéoconférence pour qu'elle nous explique l'impact de la COVID sur Leucan et les 4 autres organismes québécois œuvrant auprès des personnes atteintes de cancer, dont les dirigeants ont co-signé la lettre. Alors, bonjour Mme Bouchard. Bonjour. D'abord, là, si on peut expliquer un peu comment la COVID complique beaucoup l'organisation de collecte de fonds pour vous, là. Bien, écoutez, c'est pas compliqué. On a été, à partir du mois de mars, obligés de mettre en place des alternatives parce que la collecte de fonds en vrai n'est plus possible depuis le printemps. Alors, il y a différentes activités qu'on était capable de transformer en virtuel. Pour d'autres, ça se prête beaucoup moins. Donc, c'est pour l'ensemble des organismes qui ont signé la lettre, c'est des pertes de revenus très, très significatives qui peuvent aller jusqu'à près de 40 %, donc plusieurs dizaines de millions de dollars qu'on n'arrive pas à aller chercher cette année. Nos auditeurs probablement se rappelleront qu'on avait parlé de l'opération, les gens qui se font couper les cheveux, là, que ça c'était devenu virtuel, que vous avez quand même pu avoir certaines activités comme ça de façon virtuelle. Ça a bien fonctionné? Tout à fait. Au niveau de Leucan, je vous dirais que le défi Tête rasée, qui souligne cette année son 20e anniversaire, a pris un virage moderne qui nous a permis vraiment de limiter les dégâts, je vous dirais. On n'a pas réussi à aller chercher ce qu'on va chercher habituellement, mais on est quand même très, très satisfait là, de la réponse du public. Les Québécois ont été vraiment à nos côtés là, depuis le printemps avec le défi Tête rasée. Là. Donc, avec les contraintes imposées par la COVID, en termes de financement, ça représente quoi? Vous avez perdu 40 50 de votre financement à comparer, mettons, aux 5 dernières années? Ou? Oui, si on fait la moyenne, là, je vous donne un exemple très, très concret. Nous, à Leucan, on prévoyait déposer un budget au mois de mars qui allait avoir des revenus de près de 12 millions de dollars. Et là, si tout va bien, on va probablement terminer l'année davantage autour de 7 millions. Alors, c'est quand même des pertes substantielles. Et chez les collègues des autres organisations avec qui on travaille, on est entre du 35-40 %. Donc, c'est ça la moyenne actuellement chez l'ensemble des gens avec qui j'ai collaboré à ce projet-là. Pouvez-vous justement rappeler les autres signataires de cette lettre?
Oui, tout à fait. Alors, il y a la Fondation québécoise du cancer qui est là. Il y a aussi la Société canadienne du cancer, la division du Québec, bien entendu, la Fondation du cancer du sein du Québec et Procure Halte au cancer de la prostate. Donc, ce sont les 5 signataires avec le camp. Et eux, on peut imaginer, ont des répercussions un peu semblables à vous, là. Tout à fait. Oui, c'est vraiment un portrait qu'on a partagé nos données, on a partagé notre réalité, puis on était tous dans le même bateau. Et est-ce que vous avez dû réduire vos services offerts aux personnes atteintes de cancer? Je vous dirais que jusqu'à présent, on a été capable d'éviter le pire parce qu'il y a eu l'aide fédérale, la subvention salariale aux entreprises là, proposée par le gouvernement fédéral a vraiment fait la différence dans nos organisations. Je suis à l'UQAM, mais c'est comme ça pour les 5 signataires, je vous dirais. C'est ce qui nous a permis d'éviter le pire. On a fait d'autres choix aussi. Je peux donner, par exemple, un exemple, si vous voulez. Mon collègue Laurent, directeur général de Procure, a mis de côté des ententes de financement qu'il avait avec certains centres hospitaliers pour financer des projets très pointus pour plutôt investir dans l'aide directe aux patients qui étaient atteints, donc donner de l'aide aux personnes directement. Donc, ça, c'est des exemples de choix qu'on a dû faire. Nous, à l'UQAM, on a diminué l'enveloppe de budget de financement de la recherche clinique qu'on a habituellement. On en a donné quand même, mais on en a donné moins que ce qu'on avait prévu pour justement être capable de continuer d'offrir les services directs à nos familles. Donc, c'est ce genre de choix-là qu'on a fait jusqu'à présent. D'autres sont allés, je vous dirais, piger dans le petit bas de laine qui est bâti au fil des ans de peine et de misère. Alors, la situation jusqu'à maintenant, elle n'a pas entraîné d'impact néfaste au niveau de la population. Mais ce qu'on dit au gouvernement et ce qu'on lui répète depuis le mois de mai, c'est que cette pandémie-là, elle entraîne une crise sanitaire, mais une crise financière aussi qui a des impacts importants sur la capacité de nos donateurs de nous soutenir, autant les entreprises que les particuliers. Et elle va se prolonger, cette situation-là va se prolonger bien au-delà de la crise sanitaire. Donc, même si on réussit à sortir de la COVID à la fin de 2020, là, mais la crise financière est là pour encore un moment. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est si on ne veut pas être obligé de couper, si on ne veut pas se rendre là, on a besoin d'une vision, on a besoin d'être capable de se projeter dans quelques mois, dans une année, dans 2 années. Et avant qu'on retrouve les mêmes niveaux de financement, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, d'ici là, on a vraiment besoin que le gouvernement reconnaisse le rôle vraiment important qu'on joue dans l'offre de santé, l'offre de services de santé et services sociaux au Québec et qui nous soutiennent. C'est ce qu'on demande. Est-ce que vous avez chiffré vos demandes au gouvernement? Tout à fait. On a chiffré nos demandes dès le départ. Je vous dirais que pour l'ensemble des signataires à la demande initiale qu'on a déposée au mois de mai, on parle d'un montant d'un peu plus de 3 millions. Donc, somme toute, c'est pas dans le budget de la santé au Québec, on ne parle pas de sommes qui sont astronomiques, mais qui, sur le terrain, vont faire une différence importante. Et du côté de Mme McCann, je crois comprendre au début de vos démarches et maintenant avec son successeur, M. Dubé, est-ce que vous avez eu des discussions? Est-ce qu'il a donné... Écoutez, c'est ce qu'on trouve difficile parce qu'on a eu des discussions avec des gens de leur cabinet, avec des fonctionnaires de la direction de la cancérologie. Au départ, on semblait avoir des recommandations qui allaient être positives. On nous avait donné un peu de feedback, de dire, bon, ben la demande, elle est claire, on comprend bien, on va faire progresser ça, on comprend l'importance. Et après ça, au moment où il y a eu, on a fait des suivis, évidemment, donc après quelques semaines. Et au fur et à mesure là, que l'été a avancé, bien, on n'avait pas d'autres nouvelles. Donc, on a relancé à nouveau à 2 reprises. Et là, on sent là, que ça stagne là, vraiment. Alors, on n'a même pas eu d'accusé de réception là, formelle ou de réponse formelle ni du cabinet du ministre ou de qui que ce soit là, au niveau du gouvernement pour nous dire, bien, voici la décision. Il n'y a rien de ça. Puis on a offert à plus qu'une reprise de discuter, de se rendre disponible pour donner peut-être des compléments d'information si c'était nécessaire, mais on n'a pas eu de réponse.
Et c'est pourquoi vous avez décidé de publier une lettre ouverte dans les médias? Tout à fait. C'était pas, je vous dirais que c'était pas le choix numéro un. On préfère aller dans la collaboration, évidemment. Et malheureusement, même après même une relance au début de la semaine où on a clairement indiqué au ministre notre intention de médiatiser le dossier si on n'avait pas de réponse, d'engagement de sa part, il n'y a pas rien qui s'est passé. Donc, effectivement, on souhaite en s'adressant à la population comme je le fais aujourd'hui, puis en ayant une certaine visibilité que peut-être qu'on va arriver à sensibiliser nos décideurs autrement. Et si dans les prochaines semaines, vous n'avez toujours pas de réponse positive de la part du gouvernement, est-ce que vous pourriez, par exemple, réduire les services d'aide au transport pour les gens qui doivent avoir des traitements ou des choses comme ça? Bien, écoutez, la situation, elle n'est pas uniforme parmi les 5 signataires, mais je sais qu'effectivement, il y a parmi nos partenaires des gens qui vont devoir effectivement couper directement des services. Donc, c'est les impacts qui pendent au bout du nez. Puis, ce qu'on déplore avec ça, je vous dirais, c'est aussi le fait qu'on sait que les patients atteints de cancer ont été victimes de façon très importante jusqu'à maintenant de la pandémie. Il y a eu des reports de soins, des reports de chirurgie, qui n'étaient pas des chirurgies urgentes, mais quand même, des reports de diagnostic. Alors, ces gens-là, leur vie, elle est tout aussi importante que les gens qui attrapent la COVID. Donc, je sais que c'est des décisions extrêmement difficiles, mais ce qu'on dit, c'est que là, il y a des choses qu'on peut prévenir. Le réseau, il est submergé, il est à sa capacité maximale. Si les organismes comme les nôtres se retirent de l'offre qu'ils aident en ce moment, ça va faire un grand trou dans l'aide et dans le soutien qui est apporté aux personnes atteintes de cancer. Et je ne pense pas qu'on peut se permettre ça au Québec actuellement. Donc, bien humblement, là, je pense que ce qu'on demande est extrêmement raisonnable compte tenu de l'impact direct qu'on a auprès des populations qu'on dessert. Et je pense que les patients atteints de cancer puis leurs proches ont droit de recevoir une aide qui est complète puis qui va se poursuivre dans le temps malgré la crise financière. À son domicile, le 3 septembre, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Marcel Laferrière, époux de Liette Fafard, fils de feu Gilles Laferrière et de feu Monique Bellemare, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Laferrière, Isabelle Laferrière et son conjoint Steve Saint-Amand, son frère Clément Laferrière et sa conjointe Muriel Fafard, sa sœur Lucille Laferrière, son beau-frère Rénal Fafard et sa conjointe Claire Bouchard, son neveu Dominique Laferrière et sa conjointe Magali Parent, sa nièce Annie Laferrière et son conjoint Pierre-Laurence Marchand et leurs enfants, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC d'Autrey, en particulier Julie Goyette, pour les bons soins prodigués à Marcel Laferrière. Et la famille accueillera parents et amis le samedi 10 octobre, ce samedi dès 13h, en l'église de Saint-Cuthbert et suivra une liturgie de la parole à 14h30. Et M. Laferrière sera ensuite inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. Toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Alors lundi soir, ciel variable avec un faible 20 % de risque d'averse et un mercure de 11. Dans la nuit de lundi à mardi, ciel variable à nouveau, encore un faible risque d'averse. Le mercure devrait descendre autour de 9. Mardi matin, ciel variable avec un risque d'averse qui grimpe un peu et 10 degrés Celsius. Mardi après-midi, nuageux avec averse, mais le mercure grimpe à 17 degrés. Et mardi soir, encore des nuages et des averses et le mercure descend vers les 14 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.